Monsieur Babi Sakana, vous êtes ingénieur financier, vous dirigez une entreprise qui s'appelle Prescriptor ici à Yaoundé, une firme d'intelligence pour la technologie en Afrique. Vous faites de l'investissement, du management de projet, de stratégie, ainsi que de l'intelligence économique. Vous avez réfléchi à la question du CFA, vous travaillez dessus depuis de nombreuses années. Donc vraiment cette monnaie qui est toujours courante ici en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, qui dépend de la Banque de France, régit tous les rapports financiers ici en Afrique. Alors peut-être faisons un peu d'histoire. À quand remonte le franc CFA? Disons que officiellement c'est en 1945 qu'on a créé formellement le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc c'est un franc pour les colonies françaises d'Afrique. Vous continuez à voir le CFA, on a beau modifier un peu les termes, mais c'est originellement ça. Et en fait, on crée formellement ça, mais fonctionnellement, les principes d'articulation, de design, ont été pensés depuis les années 20. Parce que la France, avec la Banque de France, avait le souci, si vous voulez, de maîtriser l'émission monétaire dans l'ensemble des colonies. Et donc la Banque de France essayait de surveiller tout ce qui se passait donc en dehors de la France. Ils ont donc mis en place le concept de compte d'opération, qui est un compte un peu spécial du Trésor, qui permet de suivre les mouvements de devises dans les deux sens, importation, exportation, par rapport à chaque unité ou on peut dire chaque colonie. Et donc, à un moment, il a fallu, compte tenu, après la crise, il a fallu donc formaliser quasiment comment est-ce que cet environnement institutionnel et monétaire devait continuer à fonctionner. Et surtout, avoir le contrôle total de ce qui se passe dans les colonies en matière de politique monétaire. Vous savez que dans ces conditions-là, les Africains, en fait, n'avaient pas droit à la monnaie. C'est les citoyens français, on émettait la monnaie pour eux. Donc le crédit était réservé pour ces gens-là, pas pour les Africains, quoi. Et on peut dire en 45, ça a été structuré donc en se préparant après la crise, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale et la création du Fonds monétaire de la Banque mondiale. Donc dans cet environnement-là, il fallait clarifier la structure de la France et le contrôle de ces territoires. Donc le CFA a été créé. Et les principes sont basés sur le fait que tout ce qu'on gagne en termes de devises appartient à la France. Quand vous vendez à l'étranger, s'il y a des recettes en devises, ce sont les devises françaises. Si on importe, on utilise les devises françaises pour payer ces importations. Ensuite, le crédit, lui, il est réservé pour les colons. Donc, n'en parlons pas des paysans, c'est-à-dire les agriculteurs, tout ça, ce n'est pas pour eux. L'affaire a donc continuer à fonctionner comme ça jusqu'à ce que quand l'indépendance arrive, les pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, immédiatement négocient l'indépendance monétaire. C'est-à-dire ils arrêtent parce qu'ils étaient dans la zone franc. Donc là, on est dans les années 60. Dans les années 60. Donc ces pays-là, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, c'est-à-dire sortent complètement et créent leur banque centrale. Maintenant, la France arrive à manœuvrer pour maintenir la zone franc dans les autres pays, notamment d'Afrique subsaharienne, plusieurs colonies que la France avait, quoi. À un moment, la Guinée était sortie, c'est-à-dire Guinée-Conakry, qui avait décidé qu'elle n'est pas là-dedans avec Sékou Touré et tout ça. Mais les autres pays sont restés là-dedans avec deux banques centrales, une en Afrique de l'Ouest, une autre en Afrique centrale. Après les indépendances, vous voyez, dans les années 70, compte tenu du fait que les Africains considéraient qu'ils étaient déjà indépendants,
Il fallait voir comment est-ce qu'on devait modifier. Même jusque-là, donc, la France a réussi le coup d'établir des accords de coopération, en fait maquillés. C'est-à-dire que c'est le même système qui restait, avec les mêmes principes. Les avoirs extérieurs sont conservés à Paris, le marché d'échange, et c'est sur le marché de Paris. Il n'y a pas de marché d'échange dans les pays des deux banques centrales, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Et le même, dont les réserves continuent quasiment d'appartenir toujours à la France, même s'ils ont diminué la proportion en disant 65%, c'est conservé dans les comptes d'opération à Paris, et 35% peut être géré par les banques centrales librement. Vous voyez, ça c'est au niveau des réserves extérieures. Mais au niveau de la politique de crédit à l'intérieur, parce que là c'est donc critique. Vous savez que l'accès à la monnaie veut dire que vous avez accès au crédit. Si vous n'avez pas accès au crédit, vous êtes exclu de la monnaie. Donc, ça continuait donc, les banques centrales, sous le coup des accords de coopération, fonctionnent sur des principes qui ont été élaborés par la France, par rapport principalement à leurs intérêts, quoi. Et donc, il y a un rationnement structurel du crédit. Le crédit est en permanence rare. Donc, le réseau de chaque banque centrale est très étriqué. C'est-à-dire les guichets. Par exemple, la BEAC au Cameroun n'a que 6 implantations. La banque centrale. On a 58, 59 départements avec 10 régions, mais on n'a que 6 implantations de la banque centrale. Ce qui veut dire qu'il y a un enclavement monétaire, parce que si vous n'avez pas la banque centrale, qui est un service public monétaire, qui devrait être un peu partout, ça va être difficile pour les citoyens d'accéder aux services publics monétaires. Et c'est donc comme ça que toutes les générations d'agriculteurs en Afrique, ils n'ont jamais eu accès au crédit. Jusqu'à aujourd'hui, le crédit est très rare, du fait que la politique des banques centrales, découlant des accords de coopération monétaire avec la France, sont bridées. C'est des politiques bridées qui ne sont pas orientées principalement vers les agents internes. Donc il y a trop de soucis de gérer les statuts, les accords de coopération, veiller à respecter ceci ou cela. Ça limite énormément ce qu'on appelle la productivité globale de l'économie. Parce que chaque agent économique a besoin du capital et du travail pour produire un peu plus vite et mieux. Dès que vous avez une impossibilité d'avoir accès au capital, vous ne travaillez qu'avec la tête. Pour avoir l'équipement, il faut passer justement ce qu'on appelle la répression monétaire. Parce que les tontines ou les prêts personnels, c'est toujours fait à des taux élevés, non contrôlés. Et ça n'aide pas le système dans l'ensemble, quoi. Donc ça crée plutôt une perspective de répression monétaire dans l'ensemble. Et tout ça, je vous dis, à l'heure actuelle, quand vous appréciez la structure des accords de coopération monétaire et le fonctionnement des deux banques centrales, vous allez noter que, premièrement, les réserves extérieures des pays-là, à l'heure actuelle, c'est à peu près 15 000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire autour de 24 milliards de dollars, c'est-à-dire des réserves que ces pays ont. Mais ce qui est déposé au Trésor français, c'est à peu près 14 milliards de dollars. C'est-à-dire c'est beaucoup d'argent pour ces pays-là. Et donc cet argent, ça c'est très important, est rémunéré au taux marginal de la Banque centrale européenne. C'est-à-dire c'est un taux actuellement qui est proche de 1, 0,75 par là. Et donc quand vous avez des avoirs et que vous vous faites rémunérer à ce taux, ça veut dire donc que c'est nos pays qui financent une partie du budget français pour cette proportion-là. L'argent vous appartient, mais les intérêts sont pour la France. Oui, l'argent nous appartient. Les intérêts donnés sont médiocres, c'est très faible. Le différentiel, en fait, est transféré à la France parce qu'elle reçoit un financement à des taux concessionnels.
sans que ce soit au prix du marché, comme quand la France emprunte sur les marchés financiers. Donc ça, c'est un des aspects qui est normalement contraire à tous les principes que vous connaissez au niveau international des rapports entre les pays. Et là, c'est difficile de dire que la France aide les pays africains parce que vous pouvez pas aider les gens qui vous donnent des financements concessionnels. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, maintenant, l'absence de crédit accessible, démocratique, on peut dire, c'est-à-dire où tout le monde qui est solvable peut accéder au crédit, ces rationnements qui découlent des accords de coopération monétaire, c'est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que l'article 22 de cette déclaration, normalement, postule que tous les citoyens d'un pays doivent pouvoir accéder à tous les droits économiques pour pouvoir améliorer leurs conditions. Et là, on a un droit essentiel. Et à chaque fois, la France essaye de montrer qu'ils ne sont pour rien, ça leur apporte rien. Et tout ça, c'est plutôt dans l'intérêt des pays africains qui font ça. Ça, c'est un champ qui existe depuis avant pendant la période coloniale, quoi. Donc, c'est un modèle de coopération monétaire lié. Parce que les accords de coopération monétaire ont été structurés de sorte que c'est la France qui tire une bonne partie d'avantage du fait que cette structure-là existe. Et on a donc un franc CFA du point de vue international qui est surévalué parce que on a une parité fixe avec l'euro. L'euro est une monnaie forte qui est adossée sur des économies européennes très avancées. C'est complètement anormal que les pays africains s'adossent sur une monnaie qui a la même robustesse. Donc il y a un décalage. Vous voyez, on appelle asymétrie des structures entre l'Europe et les pays africains. Normalement, on devrait avoir une monnaie plus souple, plus dynamique, qui correspond à nos potentialités et qui est mise au service de notre progrès. Ce qui est complètement différent avec ce que nous avons à l'heure actuelle, quoi, avec le CFA. Babi Sakana, que disent les instances comme le Fonds monétaire international par exemple, le FMI? Est-ce qu'ils étudient la question? Est-ce qu'ils donnent des recommandations sur ce franc CFA et un éventuel changement, découplage avec la France? Non, vous savez que la seule fois où il y a un rajustement monétaire récent depuis les indépendances, ça a été en 1994 avec la dévaluation. Et c'est les institutions de Bretton Woods qui ont mis la pression sur la France en disant que ces gens-là ont déjà fait toutes les formes d'ajustement budgétaire, structurel et tout ça, ça va pas. Maintenant, l'instrument monétaire ne peut pas rester figé. Il faut absolument réajuster l'instrument monétaire pour que le système puisse être rééquilibré. Et c'est ce qui est donc arrivé. Ce qui veut dire que dans ces conditions-là, si ces organismes ne mettaient pas la pression, la France, elle jouait sur le plan politique. Elle veut préserver le contrôle sur les pays africains. Elle veut pas qu'il y ait des ruptures, donc maintenir un peu les gens comme si c'était les assistés qui sont incapables de faire ceci. Donc sans eux, ça ne peut pas se faire.
Vous voyez, donc les fonds et la Banque mondiale ont un peu joué positivement dans les années 94 et ils font souvent les analyses pour apprécier le niveau de la valeur du CFA par rapport à l'euro, pour s'assurer s'il faut plus dévaluer ou pas. Ce n'est que ça qu'ils font, parce que ces institutions, la France, toujours à travers les accords de coopération monétaire, a réussi à créer une structure qui s'appelle la réunion des ministres des Finances de la zone franc. Cette réunion se tient chaque fois avant que les sessions de la Banque mondiale du Fonds monétaire se tiennent. Donc la France réunit tous ces gens et en fait leur fait adopter sa ligne. Donc il n'y a pas possibilité d'aller contester quoi que ce soit au niveau, vous voyez, du Fonds monétaire, la Banque mondiale. Au contraire, il faut s'aligner un peu avec la France, quoi, parce que c'est elle qui contrôle un peu. Donc il vous dit au plan monétaire, compte tenu des accords, vous devez suivre ce que nous disons. Est-ce qu'il y a une volonté de réviser ces accords? Est-ce que certains pays sont plus militants que d'autres pour changer ce système? Honnêtement, il y a beaucoup de volonté au niveau des peuples qui souffrent, qui s'interrogent sur pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à accéder au crédit, pourquoi la Banque centrale est confinée à quelques petites villes et n'arrive pas à déployer tous les services publics dans l'ensemble des régions, dont plusieurs, si vous voulez, élites, experts africains écrivent des ouvrages et tout ça pour essayer de poser le problème. Certains hommes politiques dans plusieurs pays, la Guinée équatoriale, même en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il y a plusieurs mouvements qui normalement travaillent, militent pour que on restaure la souveraineté monétaire des pays africains et le débat au niveau continental pour créer la Banque centrale africaine est bridé par la présence de ce réseau où la France a la main mise. Donc elle joue à contre-courant de l'intégration monétaire africaine. Pendant qu'on cherche à créer la Banque centrale africaine, on est perturbé par l'ingérence française qui n'est pas nouvelle. Et les méthodes qu'ils ont utilisées pour accéder au réseau de pouvoir, avoir l'influence à la fois diplomatique et politique dans les pays africains pour éviter que le changement n'arrive, ils continuent à travailler énormément dans ce domaine-là. Ces dernières années d'ailleurs, ils ont rédiger des gros rapports pour indiquer que c'est très utile l'intégration en zone franc. Or, c'est à contre-courant de l'intégration africaine. Et donc, quand on regarde stratégiquement ça, on sait que d'une manière ou d'une autre, ces restaurations de l'indépendance et de la souveraineté monétaire va se faire. Et là, maintenant, il y a juste une question de temps et de leadership politique. Dès que on va arriver à des leaders politiques qui centrent leur intérêt sur les citoyens, normalement, cette zone devra pouvoir disparaître, quoi. Babi Sakana, de quelle manière la philosophie britannique coloniale en fait a évolué au moment des indépendances des pays anglophones en Afrique? Les Britanniques ont été plus ouverts, c'est-à-dire il n'y a aucun pays où la Banque d'Angleterre a des types d'accords où elle veut absolument contrôler les territoires. Dans la plupart des pays anglo-saxons, les banques centrales existent et elles fixent leur politique librement. La zone franc est une technologie coloniale qui est utilisée uniquement par la France de par le monde.
Donc il y a là une différence fondamentale entre la France et comment elle perçoit la liberté des autres au niveau international. Et les Anglais sont été des gens, je peux dire, beaucoup plus positifs dans cette perspective-là que les Français. Et c'est pour ça qu'ils continuent à s'accrocher. C'est eux qui ont amené la zone franc à l'euro. Ce ne sont pas les Africains. Les Africains ne sont jamais allés négocier quoi que ce soit avec l'Union européenne et la Banque centrale européenne. Ça aurait été l'occasion de sortir du CFA à ce moment-là. Oui, bien sûr. Donc le sujet, c'était justement pour la France, c'était un risque. Donc ils ont engagé les négociations au niveau européen très tôt pour éviter que les Africains ne posent ça comme... maintenant que le franc français disparaît, il n'y a plus de raison de parler de zone franc. Le franc est mort, le franc CFA doit aussi disparaître. On doit, et même en termes de nomination, nous devons donner un nom différent. Le franc n'existe plus. Vous voyez que la France veille absolument à ce que le réseau là reste avec le même nom. Et ils ont obtenu donc une décision du Conseil européen pour maintenir leurs accords avec les pays africains. Et là, ils ont présenté ces accords comme des accords budgétaires. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'ils affichent avec les Africains en disant, oui, accord de coopération monétaire, parce que l'Europe était en train de dire, ah, très bien, si c'est la monnaie, là, il y a des problèmes de risque de change et tout ça, on va pas s'engager là-dedans. Et là, ils ont changé leur discours. Là encore, un justificatif de plus pour vous montrer la variabilité de leur attitude. Pour défendre ça en Europe, ils ont dit non, ce ne sont pas des accords monétaires qu'on a avec ces pays africains, ce sont des accords budgétaires. En disant les comptes d'opération, les fameux comptes d'opération, sont des comptes du Trésor français, gérés par la Banque de France. Donc ce ne sont pas des accords, c'est des comptes de la Banque de France. Et ces attitudes-là justifient justement ce potentiel de manipulation, c'est-à-dire cette approche à pouvoir jouer de l'incapacité. On peut dire que la France joue un peu de l'abus de position dominante. En matière concurrentielle, on aurait dit on vous sanctionne parce que vous faites abus de votre position dominante. Pour un peu comme un monopoleur qui impose les solutions aux plus petits. Donc sur un marché, il faut qu'un régulateur intervienne pour dire non, 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 vous devez respecter aussi les petits producteurs. Vous ne devez pas imposer le prix absolument. Et là, il se comporte avec les pays africains comme un monopoleur qui impose donc sa solution. Et que vous devez suivre ça. Tant que vous n'aurez pas la force de remettre ça en cause, comme il n'y a pas de régulateur, sur un marché où il n'y a pas de régulateur, tant que vous n'avez pas vous-même la force de remettre en cause, nous allons continuer à contrôler cette affaire et à profiter des avantages que ça nous accorde, quoi. Babi Sakana, est-ce que l'indépendance monétaire des pays anglophones d'Afrique est quantifiable au niveau de la répercussion que ça a sur le développement du pays, par exemple? Là, je vous donne plutôt, pas les pays anglo-saxons, je vous donne les pays francophones, et dont une des meilleures banques centrales africaines à l'heure actuelle, c'est la Banque centrale du Maroc. Et le Maroc, c'est un pays de la zone franc.
Donc, dès l'indépendance, ils ont dit il n'y a pas d'accord monétaire, nous créons notre banque centrale. Point à la ligne, le dinar, notre monnaie, le franc c'est terminé. Et donc, le niveau de performance au niveau accès au crédit, même la gestion de l'inflation, c'est-à-dire parce qu'on me dit souvent que oui, la zone franc, l'inflation est plus faible et tout ça. Mais même la Banque centrale du Maroc affiche des performances en inflation beaucoup plus élevées, dont l'inflation est plus faible qu'en zone franc. Vous voyez, pour vous montrer que on n'a pas à s'inspirer sur la France. Parce que la France, même en termes de gestion, à l'heure actuelle, n'est pas un bon exemple. Quand vous regardez même les déficits budgétaires, elle est à plus de 90% de poids de la dette. Les déficits budgétaires ne font que s'accumuler. Donc même en matière de gestion, en termes de discipline, ce n'est pas un bon exemple. Donc il y a beaucoup de pays à l'heure actuelle en Afrique qui sont des exemples que nous devons copier. C'est pour ça que pour faire l'intégration africaine, nous n'avons pas besoin de la France. Vous voyez? Et pour développer nos pays, on n'a pas besoin de la France. Parce que la technologie monétaire n'a rien à voir avec le fait que ce soit un pays avancé ou reculé. Quand on sait gérer la monnaie, la mettre au service de l'économie, et que les citoyens aient une discipline de gestion et tout ça, ça n'a rien à voir avec la France. Et donc, à l'heure actuelle, nous avons tout à perdre à rester avec la France dans ces accords-là. Et c'est pour ça que c'est très urgent, si nous devons modifier la trajectoire de développement de nos pays ici, parce qu'il y a 15 pays africains qui sont dans cette zone-là, et donc il y a vraiment une nécessité pour que les choses puissent changer. Nous on a fait une lettre ouverte aux chefs d'État pour dire qu'il faut dénoncer l'article 17 de ces accords prévoit la possibilité de sortir et donc il faut que ces chefs d'État collectivement, parce que s'ils vont ensemble c'est mieux, ils doivent pouvoir dénoncer que si on auditait de façon indépendante les accords de coopération monétaire, la conclusion sera sans équivoque que c'est un instrument qui freine le rythme de développement des pays participants. Pour vous, cette persistance du franc CFA en Afrique est vraiment la preuve matérielle de la persistance de la France-Afrique? Oui, c'est un exemple par excellence, parce que le mécanisme des liens qu'il y a entre la France et les pays de la zone franc, avec les banques centrales, la manière dont la France a les administrateurs au sein des banques centrales africaines, la France a des censeurs au sein des banques centrales africaines, comme si elle était actionnaire. Non, elle n'est pas actionnaire. Mais elle dit du fait des accords de coopération monétaire, parce que nous, on garantit votre monnaie et tout ça. Vous voyez, ça, c'est des concepts au plan moderne qui n'ont aucune consistance technique. Parce qu'un pays, vous ne pouvez pas garantir l'émission monétaire d'un autre pays. La garantie, vous connaissez par définition, c'est un engagement par signature. C'est-à-dire ce n'est pas l'argent que vous mettez, c'est que vous vous engagez à. Donc vous ne pouvez pas dire que vous allez prendre les réserves des gens parce que vous avez promis que si jamais il vous arrive ceci, je pourrais faire cela. Et depuis toujours, on n'a pas vu quand est-ce qu'ils ont fait cela. Mais depuis, ils ont toujours profité de la gestion de ces avoirs. Et donc, voilà un cas où vous avez un transfert de ressources, c'est-à-dire des revenus des pays africains vers la France. Un transfert matériel que vous pouvez calculer. Qui représente combien par année si on parle des taux d'intérêt? Le taux, normalement, si on doit investir régulièrement nos réserves, au lieu de 0, quelque chose pour cent ou 1%, on devrait être dans les 6-7%. Donc, c'est-à-dire le prix du marché. Le prix du marché, on devrait être autour de 6-7%. On a donc un différentiel qui est un transfert de revenus. Donc, si vous traduisez ça en argent, que la France devait nous payer.
Parce que si on vous donne notre argent et que vous payez au prix du marché, vous nous donnez un intérêt conforme au prix du marché. Maintenant que vous nous donnez un intérêt autoritaire, vous voyez, arbitraire, qui est choisi juste par rapport à votre intérêt, donc vous vous appropriez d'une partie de nos ressources par force. Je vous assure, si on met la rigueur, vous voyez, l'analyse technique et tout ça, il n'y aura pas possibilité qu'on accepte qu'un des pays en développement, où le taux de pauvreté est assez élevé, où beaucoup de gens sont en chômage et tout ça, que ces pays-là puissent donner des ressources à un pays comme la France de manière concessionnelle. Combien ça représente alors, les 5% de manque à gagner sur cette somme annuelle qui devrait rentrer dans les caisses? Disons que si on fait les calculs, non, il y a probablement un transfert qui doit se situer à quelques milliards de dollars par an. Parce que si vous avez déposé par exemple 14 milliards de dollars auprès de quelqu'un, si on prenait un intérêt de 6% sur ce montant-là, mais cumulé, parce que depuis ils ne font que cumuler, ils font que prendre. Donc, si vous cumulez tout ça, ce qu'on a déjà perdu, ça dépasse déjà le stock d'avoir qu'on a là-bas. Et n'oubliez pas que, avant les indépendances, les réserves là appartenaient, c'est-à-dire de par le lien colonial, parce que la colonisation, on a considéré que c'est un crime. Donc, le fait de recevoir les devises qui appartiennent à quelqu'un, vous approprier pour dire que c'est pour vous, c'était comme ça avant. Même l'or, la France a plus de 3000 tonnes d'or à l'heure actuelle dans ses caves. Il y a une grande partie de l'or qui provient d'avant les indépendances. Donc il y a une partie de l'or africain qui est là-bas, qu'ils ont reçu de façon autoritaire. Et cet or continue à produire, créer la valeur qui est là. Donc, à l'heure actuelle, si vous faites un chiffrage, ça va donner des dizaines de milliards. Hein. Et si on auditait toute la période et qu'on disait que, bon, maintenant, tout ça, il faut pouvoir rembourser ça, ça va donner des montants que la France ne sera pas capable de payer. C'est l'illustration même par excellence de la France-Afrique. Si la zone franc reste, c'est parce que la France arrive à trouver des relais au niveau des dirigeants politiques, si vous voulez, qui ignorent la science économique, qui mettent de côté la technologie monétaire telle que c'est pratique de par le monde, pour continuer à accepter qu'on doit dépendre d'eux. Alors que dans tous les pays de par le monde, chaque pays a sa banque centrale. Et c'est un métier qui est maîtrisé de par le monde. Et même si vous ne maîtrisez pas, quand vous avez votre banque centrale, vous n'avez qu'à recruter des consultants qui viennent gérer. Vous les payez. Mais eux vont faire le travail pour que tous les citoyens aient accès à la monnaie par le crédit.